Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 11 octobre 2021, au sommaire ce soir. Nous prendrons la direction des saisies pour débuter ce journal où une opération d'envergure avait lieu ce vendredi. Signe que les grandes manœuvres en montagne ont débuté. Les pylônes de la future télécabine des Rosières ont été posés grâce à l'intervention d'un hélicoptère Super Puma, et ce à quelques semaines de la réouverture des remontées mécaniques. Et puis nous irons à la rencontre du créateur de Risker, une marque de montres haut de gamme. Cette start-up anécienne a choisi de puiser son inspiration dans l'histoire des poilus de la guerre 14-18. Le résultat est un parfait mélange de sincérité et d'humanité. À quelques semaines du lancement officiel d'une saison hivernale qu'elles attendent avec beaucoup d'impatience, les stations sont en plein préparatif. C'est le cas notamment aux saisies dans le massif du Beaufortin. Ce vendredi, une opération d'ampleur s'est déroulée pour la pose de 4 pylônes destinés à accueillir la nouvelle télécabine des Rosières au hameau de Bissal 1500. Une manœuvre aussi impressionnante que compliquée pour ce futur équipement d'un coût de 10 millions d'euros. Manon Touati a joué les équilibristes pour nous. Reportage. Il ne faudra plus que 4 petites minutes pour atteindre le mont Bizane 1500. L'installation de la nouvelle télécabine a débuté en juillet dernier. La structure devrait pouvoir transporter 1600 personnes par heure, une manière de rechausser les skis dans de meilleures conditions après plus d'1 an de fermeture. Donc on est parti sur une technologie de télécabine qui sera donc une télécabine avec des cabines de 10 places assises. Cette télécabine, elle va nous permettre de garantir un trajet en sécurité de nos clients, principalement les enfants et les piétons. On aura aussi un impact sur le trafic routier entre Bizane 1500 et les saisies. Les pistes commencent à se dessiner, mais pour la pose des pylônes, l'héliportage est privilégié. Cette opération nécessite de la concentration aussi bien dans les airs qu'au sol. Une vingtaine d'hommes sont mobilisés pour cette manœuvre millimétrée. Une erreur peut avoir de graves conséquences. On apprend toujours un petit peu, c'est quand même des tronçons de 3 tonnes 5 qui volent au-dessus de notre tête, mais après c'est surtout la préparation en amont qui doit être carrée et si tout est bien préparé, ça se passe bien. Des va-et-vient incessants pendant près de 6 heures sans que le pilote puisse poser un seul pied au sol. Après avoir atterri, la pression redescend et laisse place à la fierté de la tâche accomplie. Une mission menée en harmonie avec les ouvriers. Il y a de la tension le matin, je ne vous le cache pas, il y a un petit peu de stress, ce qui est bénéfique d'ailleurs pour le travail généralement. Et après, ça fait également 25 ans, pratiquement 30 ans qu'on fait ce métier, donc c'est plus le même stress qu'en début de carrière. Et on a surtout une équipe sur les pylônes ou au sol qui nous guide pour vraiment le travail de précision, parce qu'on est à entre 30 et 50 mètres au-dessus des charges à assembler, et les 10 derniers centimètres, voire moins, même à partir d'1 mètre, on va dire, on n'est pas capable de juger à distance. Et c'est là que notre équipe intervient. 4 des 9 pylônes ont été installés. Place maintenant à la suite des travaux pour pouvoir accueillir des skieurs dès le début des vacances de Noël, le 18 décembre prochain. Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, était de passage ce vendredi à Haute-Savoie pour évoquer la transformation numérique des collectivités territoriales. Elle est venue signer une convention avec le Conseil départemental de Haute-Savoie pour annoncer le nom des lauréats de cette transformation numérique financée par le plan France Relance. Premier vainqueur de ce dispositif, le projet Portail Citoyen, qui devrait dématérialiser les démarches administratives de l'instance départementale et plus particulièrement le demande de subventions aux associations et aux fondations. Le second lauréat, Pilopol, lui, consiste à piloter les politiques publiques grâce aux données numériques. On écoute à ce sujet Amélie de Montchalin, interrogée par Martine Schneider. Je crois que tous les Français nous le demandent. Ils comprennent d'ailleurs pas très bien pourquoi, entre l'État, les services sociaux, le conseil départemental, les services de leur commune, c'est aussi différent. Et avec le numérique, on a une grande chance, c'est qu'on peut rendre tout ça beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et donc, notre ambition avec le gouvernement, c'est que c'est inédit. C'est la première fois de l'histoire de notre pays où l'État finance l'accélération, la modernisation, l'innovation numérique dans les collectivités. Et à la fin, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour dire qu'on est moderne, c'est vraiment s'assurer que les Français ont une vie quotidienne plus simple et qui répond à leurs besoins de manière, moderne et qui correspondent aussi à ce qu'on voit dans le reste de la vie. Le numérique, il est partout, il est aussi dans l'action publique. Il s'agissait bien de Marine Schneider, vous l'aurez corrigé. Après une levée de fonds sur les réseaux sociaux réussie, la start-up anécienne Risker vient de dévoiler ses montres haut de gamme. Jean-Paul Crespi a rencontré le créateur de cette marque qui puise son inspiration dans l'histoire pour porter avec sincérité et humanité son identité. Reportage. En retrait des grandes marques horlogères, leur montre s'inscrit dans la tradition des garde-temps authentiques, tant par le sérieux de sa conception que par la qualité des pièces horlogères mises en jeu. Et sa bélière, décalée à 90 degrés,
porte en elle un supplément d'âme qui lui donne toute sa noblesse, car son design revisite l'histoire. En s'appropriant la montre du poilu des tranchées de 14-18, la montre Gousset de jadis, la jeune entreprise horlogère nous raconte une histoire, celle des montres qui sont passées des poches de gilet pour être portées au poignet par nécessité, en réponse aux besoins des jeunes soldats. C'est avant tout une belle histoire. Et de toute façon, aujourd'hui, dans un monde où on n'a plus besoin de montres pour lire l'heure, on a certainement besoin de montres pour rêver. Et aujourd'hui, on ne fait plus rêver les gens n'importe comment. Il faut les embarquer dans des choses qui sont vraiment véridiques, authentiques, et qui embarquent dans des choses qui font du sens pour la communauté. Une montre, un ambassadeur, le soldat Albert Roche, le premier poilu de France, Pierre Muller au service de ceux qui souffrent, les troupes de montagne et Guillaume d'Aboville. Ces 4 héros anonymes sont les ambassadeurs de Risquières, qui soutient financièrement les causes humanitaires liées à chacun d'entre eux. Les enfants du Mékong, Douleurs sans frontières, Entraide Montagne et le Bleuet de France. On n'a vraiment pas pris le chemin le plus facile pour arriver là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a voulu intégrer un axe caritatif dans le business model de la montre. On a voulu prendre le temps de créer un objet avec une vraie singularité artistique. On a voulu prendre le temps de trouver un nom pour embarquer le maximum de personnes autour de nous. Et tout ça, c'est oser apporter aussi plus de sens, oser apporter plus d'impact durable sur la façon dont on fait les choses aujourd'hui. On ne peut pas raconter des histoires de valeur humaine si le produit ne renvoie pas de la valeur quand on le regarde. Il faut que ce soit un tout extrêmement cohérent. Et je pense que c'est là toute la difficulté d'allier un fond marketing authentique avec un produit qui doit être extrêmement pertinent par rapport à tout ce qu'on raconte. Après, on peut toujours faire mieux et on fera mieux parce qu'on apprend tous les jours. Donc on fera toujours mieux aujourd'hui qu'on a fait hier. Mais en tout cas, je peux vous garantir que cette montre est 100% sincère. En série limitée ou numérotée, ces nouveaux garde-temps confirment que la montre, par son style et son ancrage historique et humanitaire, est plus qu'une simple mesure du temps qui passe. Actuellement, la jeune entreprise réalise une levée de fonds pour assurer son développement. Place à mon invité du jour et ce soir nous allons parler immobilier avec vous, Sébastien Cartier. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous justement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le nouveau président de la chambre FNAIM Savoie-Mont-Blanc. Avant toute chose, un petit rappel sur ce qu'est très précisément la FNAIM. Alors la FNAIM, ça veut dire Fédération nationale des agents immobiliers. C'est une fédération regroupant des adhérents qui sont tous ou toutes agents immobiliers. Et l'intérêt de cette fédération, c'est de produire des services et un appui à nos adhérents par un extranet notamment sur lequel on peut trouver des documents juridiques pour exercer, des documents spécifiques, que ce soit des baux, des contrats de travail, etc. Mais également tout un panel de formations. Je rappelle qu'aujourd'hui, la formation est obligatoire pour obtenir une carte professionnelle et pour la renouveler surtout. Donc, tout un panel de formation est disponible dans tous les métiers. Et nous organisons d'ailleurs régulièrement des formations dans notre centre à Métessy. L'antenne Savoie-Mont-Blanc est une antenne assez importante au niveau de la France. Absolument, puisque c'est une des plus importante chambre en France, c'est la 5e ou la 6e sur une soixantaine, puisque nous regroupons 350 adhérents sur les 3 départements que sont la Savoie, la Haute-Savoie et désormais l'Ain, puisque l'Ain nous a rejoints il y a 2 ans. Et effectivement, nous avons des ambitions également pour développer encore davantage la chambre. Alors, après 1 an et demi de crise Covid, comment va le secteur de l'immobilier en Savoie-Mont-Blanc à l'heure où on se parle ? Bah écoutez, on pourrait dire étonnamment, le secteur se porte bien. Alors un petit focus d'abord sur la montagne. Je voudrais effectivement indiquer que l'été a été bon en matière de location saisonnière, mais évidemment que ça n'a pas compensé les pertes très importantes de l'ordre de 80% du chiffre d'affaires pour nos confrères qui exercent en montagne, qui représentent à peu près un tiers de nos adhérents, puisque évidemment, comme chacun sait, l'hiver 2020-2021 a été catastrophique avec la fermeture des remontées mécaniques. Là, les nouvelles sont plutôt bonnes avec les remontées qui vont ouvrir et c'est dès maintenant qu'il faut, je dirais, se préparer pour la saison et que les clients doivent effectuer leurs réservations dès maintenant. J'imagine que justement, les professionnels de la montagne qui exercent en montagne attendent eux aussi avec impatience cette saison, d'autant que normalement, si tout va bien, les remontées mécaniques vont pouvoir réouvrir, donc accueillir de plus en plus de vacanciers et de touristes. Bah, tout à fait. C'est vrai que,
Absolument. C'est vrai que il est important de pouvoir rebondir, je pense, pour tous nos adhérents de montagne, puisqu'ils n'ont pas eu d'aide en location saisonnière l'hiver dernier, à la fermeture des remontées. Et je pense que tout le monde, cette année, nourrit beaucoup d'espoir dans la saison à venir, puisque je crois qu'il y aura un engouement formidable pour regagner les stations, skier, mais également partager les moments en famille. Et donc, il faut dès maintenant aller sur les sites, et notamment de la FNAIM, pour réserver ses vacances. Pour en revenir à la plaine, je crois que vous l'avez un petit peu évoqué, l'été a été plutôt bon, hein, que ce soit au niveau de l'allocation ou même au niveau des transactions. Oui, le volume de vente sur les 12 derniers mois glissés est important, est en hausse de 10% environ sur les 3 départements que nous représentons. Donc c'est assez encourageant. Alors pourquoi? On peut se dire, mais comment se fait-il? Alors c'est vrai que d'une part, nos régions, on a de la chance, sont quand même très dynamiques. Les personnes qui sont en position finalement d'acheter des biens ne se sont pas spécialement appauvries ou n'ont pas perdu forcément leur travail pendant la crise. Il y a eu aussi les mesures de chômage partiel, etc. Je pense aussi que les foyers, les ménages ont souhaité consacrer du temps, de l'énergie dans l'amélioration un petit peu de leur cadre de vie et de leur habitat notamment. Et c'est vrai que le domaine de l'immobilier, on a tiré profit, toujours porté par des taux d'intérêt extrêmement bas. Et la pierre, en période d'incertitude économique généralisée, je dirais, fait toujours figure de valeur refuge. Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire qu'au final, la crise a eu un effet positif, c'est-à-dire que les gens ont eu peut-être envie de venir s'installer ou d'investir ici en Savoie-Mont-Blanc? Alors, il est vrai qu'il y a certains secteurs, je pense notamment à l'Ain, avec le secteur de Bourg-en-Bresse, qui a pu tirer profit d'une certaine modification des comportements sociétaux, notamment encouragé par le télétravail, l'envie de zones plus vertes, de zones plus campagne, si vous voulez, que des métropoles, et de par sa position géographique, relativement proche de Lyon, mais également assez peu éloigné de Paris, avec 2 heures simplement de TGV, eh bien, des secteurs comme la Bresse peuvent tirer profit de cela, avec des tarifs pour des maisons, par exemple, de l'ordre de 240 000 € pour un prix médian pour l'acquisition d'une maison. Donc autant dire que ça permet aussi de se projeter pour beaucoup de ménages. Ça veut aussi dire que les biens deviennent rares, donc une augmentation des prix? Tout à fait. Nous sommes confrontés à une raréfaction de l'offre, notamment sur le secteur d'Annecy, sur le bassin d'Annecy, également sur le bassin du Léman, ce qui entraîne une augmentation importante des prix. Sur le Grand Annecy, on est de l'ordre de 10% d'augmentation sur les 12 derniers mois. Il y a très peu de choses à vendre, il y a peu de maisons. C'est vrai qu'il y a eu très peu de permis de construire qui ont été délivrés ces 2 dernières années, donc ce qui encourage finalement les vendeurs à se montrer un petit peu plus gourmands, puisqu'ils s'aperçoivent qu'il y a peu de biens sur le marché pour les acquéreurs. Vous avez succédé à Jean-Jacques Botta à la tête de la FNAIM Savoie-Mont-Blanc il y a quelques jours, vendredi. Quels seront vos principaux axes de travail là, pour les semaines, les mois à venir, et puis pour ce mandat qui va durer 3 ans? Alors tout d'abord, la formation, puisque c'est absolument important d'être toujours à la pointe des nouvelles connaissances et de se former de manière continue quand on est adhérent à la FNAIM, quand on est agent immobilier, mais en général pour rester compétent et toujours au fait des choses. Donc nous sommes centre de formation dans nos locaux d'Annecy, et nous allons organiser donc des formations, comme on le fait déjà depuis plusieurs années, en présentiel, puisque c'est vrai qu'on a connu cette période Covid avec beaucoup de formations en distanciel, en visioconférence, donc c'est vrai que c'est pratique, mais c'est plus compliqué, on n'a pas les échanges, etc. Et puis on mettra en place les universités de la formation qu'on avait déjà organisées par le passé, mais qu'on remettra au goût du jour, probablement au printemps 2022, où sur 2 jours, nous proposerons 16 formations différentes sur les 3 métiers principaux de l'immobilier, que sont la transaction, la location et le syndic de copropriété, pour que nos adhérents et leurs collaborateurs puissent se former. Ensuite, nous avons également des projets avec mon conseil d'administration, puisque c'est toute une équipe qui travaille évidemment à mes côtés. C'est de se rendre le plus disponible et le plus proche possible de nos adhérents,
pour qu'ils se sentent écoutés, appuyés et qu'on puisse échanger également des thématiques métiers. Donc nous organiserons pour cela, puisque nos territoires sont relativement étendus, des visioconférences sur des formats relativement courts, de 30 minutes, 3/4 d'heure peut-être, en fin de matinée, pour pas que ça perturbe trop les agendas de chacun. Et nous pourrons ainsi échanger et dynamiser nos équipes et nos adhérents. Et enfin, le dernier point, justement, c'est le recrutement, je dirais, de nouveaux adhérents, puisque nous ambitionnons de passer la barre des 400 adhérents sur les 3 prochaines années. Merci beaucoup, Sébastien Cartier. Très bonne continuation pour la suite. Merci. À la tête de la FNIM Savoie-Mont-Blanc. Un laboratoire de recherche sur l'autonomie des seniors vient d'ouvrir cette année à Annecy. On parle ici d'une science bien particulière, la gérontechnologie. Le but est simple, rassembler de nombreux acteurs médicaux en un même lieu pour penser et réfléchir à des moyens futurs qui donneront aux personnes âgées une meilleure autonomie à découverte des lieux avec Lucas Ruche. Située à l'intérieur des murs de l'espace santé innovation du CEMDOS à Annecy, l'association Stabilab a pour objectif de devenir une pépinière d'idées nouvelles. Des idées pour contrer la perte de motricité des personnes âgées. Le principal objectif de ce laboratoire est donc de réfléchir aux solutions pour une plus longue autonomie de vie. Le but des recherches qu'on va faire au Stabilab avec tout l'écosystème qu'il y a sur le territoire, c'est vraiment de trouver des solutions qui permettent de bien vieillir à domicile, pas forcément de vieillir le plus longtemps possible, mais dans de bonnes conditions et en autonomie. Mais l'innovation, c'est comment on accompagne le senior à utiliser cette technologie ou quels services on peut ajouter en lien avec cette innovation et cette technologie pour qu'ils soient vraiment utilisés et qui correspondent à l'usage et aux besoins et qui correspondent à la réalité des seniors. Au sein de Stabilab, il y aura en action de nombreux professionnels de santé prêts à apporter leur savoir au service de la gérontechnologie. Je pense qu'on a beaucoup de chance aussi d'être en Haute-Savoie parce qu'on a un tissu d'entrepreneurs, d'entreprises important, très dynamique. Et donc, je crois que d'une idée, on peut en faire quelque chose qu'on peut industrialiser. C'est derrière aussi des emplois. Et des emplois, on va dire, utiles pour le bien-être de tous. Et ça, je pense que c'est une chouette idée, non ? Une chouette idée qui semblait essentielle pour l'association. Car en effet, 1/5 de la population haut-savoyarde est âgée de plus de 60 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paume. Place ensuite à Panorama, présenté par Emmanuel Jaude. L'émission est consacrée à la photographie cette semaine. Et pour ce premier rendez-vous, vous avez justement rendez-vous au parc de Merlet pour parler photo animalière. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi pour un nouveau journal.